Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur, producteur, scénariste, et qui de mieux pour ça que d'accueillir des... producteurs, réalisateurs. Tout, bravo. Tout. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leurs histoires, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateur, producteur ou scénariste et qui tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui, nous accueillons... Vanessa Bria, productrice et scénariste. Et Timothée Hochet, réalisateur et scénariste. Vous allez bien? Oui. Super. Vous êtes bien installés? Oui, Ouais, très excellent. Bien. Très bien. Excellent siège. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus sur vos métiers? Donc, Timothée, tu es réalisateur, tu gagnes ta vie en tant que réalisateur aujourd'hui? Oui, et en écrivant surtout en ce moment, du coup. Mais oui, l'idée c'est que j'écris et je réalise souvent d'ailleurs des projets. Enfin, j'écris pas des projets que je vais pas réaliser. Okay. C'est rare en tout cas. Et pareil, de l'autre côté, j'ai toujours un peu de part dans l'écriture, dans ce que je réalise. Et donc, l'idée, oui, c'est ça, c'est gagner sa vie et de sa passion, donc c'est génial. Okay, c'est génial. Non, parce que je dis ça parce qu'il y en a certains qui, donc, on peut être réalisateur et à côté avoir, dans notre métier, c'est le cliché de l'acteur qui travaille dans un bar à côté. C'est pour ça que je précise ça. Ouais. Et donc, toi, tu es donc... Moi, je suis donc productrice et scénariste. Et pour le coup, je ne suis pas une productrice qui fume des gros cigares en comptant ses valises de cash. Je suis productrice indépendante qui n'appartient à aucun groupe. Et du coup, j'en vis. Okay. Mais j'en vis en étant vraiment force de travail et ça demande beaucoup d'énergie. Mais donc c'est ton métier. Ouais, okay. C'est mon métier. Ouais. Ok. Oui, donc comme je disais, parfois il y en a sur les tournages qui font de la régie, qui font leurs heures, puis après à côté ils font de la réalisation. C'est pour ça que je précise. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Moi j'ai la première question à vous poser, c'est d'où vous est venu l'amour du cinéma, de l'image? Tu veux commencer? Je peux commencer. Alors moi c'est pas un rêve, parce que c'était inenvisageable. En fait, c'est pas que c'était inenvisageable, c'est que c'était pas dans mon champ de conscience. C'est-à-dire que je viens d'un tout petit village dans la Loire, et en fait, on regardait des films avec mes parents. Enfin, le premier cinéma était à 30 minutes en voiture de la maison. Ah oui. Donc, il y avait un vidéoclub, mais à 15 minutes en voiture. Donc, en fait, on avait des VHS, tout ça, mais on regardait des films. Mais pour moi, c'était... pas un métier, mais pas parce que j'avais des parents qui méprisaient particulièrement ce secteur-là, ou par ce que tu disais dans ton introduction, de genre c'est pas un vrai métier, j'ai pas du tout des parents comme ça. Okay. En fait, c'est juste que c'était pas dans notre champ de conscience, ni à mes parents, ni à moi. Ouais. Donc en fait, moi je peux pas dire que c'était un rêve, parce que vraiment, pour moi, j'avais conscience que certainement il y avait des personnes qui étaient là derrière pour fabriquer ce qu'on voyait à l'image, mais ça n'allait certainement pas être ma réalité à moi, en fait. Donc ça a été plutôt un hasard de rencontre. On va dire que moi, je suis un hasard de rencontre. Et, en dehors du côté carrière, juste regarder des films, quand est-ce que tu as commencé à vraiment apprécier le fait de regarder des films ou alors ça peut être des séries aussi, mais de regarder... pour le coup, depuis toujours, quoi. Vraiment, oui, on matait en boucle des VHS avec ma grande sœur et mon petit frère et mes darons. Enfin, ça, c'était vraiment des VHS qu'on a saignés à donf, quoi. Donc j'ai quand même baigné dans du cinéma, pas du cinéma d'auteur, et je pense que j'ai entendu le mot nouvelle vague, j'avais 20 ans, la première fois, quoi. Mais en tout cas, dans le cinéma Spielberg et compagnie, mais on était à donf, quoi. J'ai grandi avec E.T. et tous ces films-là, donc et quel VHS tu as le plus rayé? Alors Dirty Dancing, ça c'est clair, et je pense que je connais vraiment plan par plan. E.T. énormément, les Goonies,
Quand on se voit avec ma sœur, on se dit encore Goonies Never Say Die. Donc, maintenant on le dit en anglais parce que voilà, on a eu accès à la VO entre-temps et on se dit que c'est plus cool de dire ça. Mais les Goonies demeurent jamais. Donc ouais, je dirais les Goonies et Dirty Dancing. Ok, d'accord. Et toi, Timothée? Moi, c'est un peu plus dans le cliché de truc d'avoir ça dès l'adolescence. La passion de je veux faire ça. Mais c'est né en fait d'un pote, d'un ami, Léo Gagnol, dont le père était réalisateur et scénariste. Ok. Il a d'ailleurs été nommé une fois au César et aux Oscars, s'il vous plaît. Bon, une vie de chat incroyable. Et c'était fou, quoi, parce qu'on est de Valence. C'était fou d'avoir ça. Enfin bref. Et du coup, on allait souvent chez lui pour regarder des films. Et ça a commencé avec de l'horreur, avec Blair Witch et tout ça. Et ensuite, on s'est dit, vas-y, on va faire la même chose. Mais vraiment, quand j'ai commencé à avoir une vraie passion, je me souviens, et c'est un peu... Enfin, c'est tard, je crois que j'étais ado, je sais pas quand c'est sorti, mais je crois que c'était Mr. Nobody, où quand je l'ai vu au cinéma, il y avait personne, le film a bidé. Et vraiment, j'étais seul à l'avoir vu dans mes potes. Vraiment, j'avais vu cette séance et il était parti, je crois, 3 jours après du cinéma. Et je pensais avoir rêvé le film parce que je ne trouvais rien. Je savais même pas quand est-ce qu'il allait sortir en DVD. Et je me disais au bout d'un moment, mais est-ce que vraiment j'ai vu ce film ou est-ce que je l'ai rêvé? Je crois que c'est la première fois où je me suis dit, ah ok, en fait, des films, ça peut aussi avoir des réflexions et amener aussi une philosophie de vie qui me touchait de ouf et où je me suis dit, ah d'accord, je peux apprendre beaucoup de choses à travers le cinéma aussi. En fait, il y avait une forme d'éducation là-dedans aussi, en supplémentaire de celle de mes parents, évidemment. Voilà. Et toi, c'est donc le film que t'as vraiment qui a fait ce déclencheur, ça a été Mr. Nobody. Est-ce que je pense, ouais. Genre ça c'était un film qui t'a dit genre waouh, tu t'es dit genre le cinéma c'est plus que juste un film. Ouais. Et est-ce que il y en a eu un qui a été déclencheur de ta carrière? Tu veux dire un film que j'ai vu qui aurait... Ouais, où tu t'es dit genre waouh, je veux faire ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense que je l'avais déjà dès que j'étais ado, devant les films d'horreur comme Blair Witch et tout. Donc, mais après, dans le style, vraiment, enfin, c'est une réponse qui vieillit, j'ai l'impression. C'est une réponse qui continue de changer un peu parce qu'on analyse de plus en plus les choses quand on prend du recul. Donc, pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'était quelque chose de global avec les films d'horreur et tout ça, et qui, en fait, avec les trucs où je sais pas pourquoi ça me touchait plus, par exemple Mr. Nobody, en effet, je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs un peu oniriques, un peu beaux, qui parlent de la vie et tout. Et puis ça change constamment, en vrai, ça change constamment. Oui, alors que moi, pour le coup, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus intelligent que moi. Parce que moi, vraiment... C'est vraiment les films Zaz, donc y a-t-il un flic pour sauver le président? Mais je regardais ça aussi, c'était super. Top Secret et Hot Shot. Enfin, pour le coup, moi j'ai l'impression que je suis plus rentrée là-dedans par le fait que je me dis, le truc qui me parlait pour le coup, c'était trop bien, on peut faire des blagues et se filmer en le faisant. Donc ça, pour le coup, je l'ai commencé à le faire très jeune. Okay. Et parce qu'il y avait ce truc de genre faire des sketchs et devant mes parents, avec ma sœur et mes potes. Ça, c'est clairement un truc de l'héritage, plus moi, je pense, quand même télévisuel, ouais. Les nuls, les inconnus, tout ça, mais aussi donc tous les films Zaz et tout, La Cité de la Peur, que pareil, on connaît par cœur, et où là, je me disais, pour le coup, là, il y a un espèce de point d'accès de... T'as l'impression que ces gens-là, ils sont un peu comme nous, comme moi, comme les gens d'où je viens aussi, et t'as l'impression qu'ils ont juste pris un caméscope et qu'ils se sont mis à faire les débiles devant une caméra, quoi. Et ça, pour le coup, je me disais, ça, je peux le faire, parce que mon père a un caméscope. Et donc tu as commencé? J'ai commencé, ouais. Ok, mais qu'est-ce que tu as commencé à tourner? J'ai toujours pas vu. Terrible. C'est jamais montré ma chaîne non répertoriée YouTube? Non. À chaque fois, tu me dis, il faut que je te la montre. Et à chaque fois, il y a des... Il y a un bug. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu, je l'ai montré à Natou il y a 2 semaines. Et elle a pleuré de rire de gêne. J'ai monté ma chaîne YouTube. J'ai monté ma chaîne YouTube. Ça, j'aime beaucoup déjà. de dire ça. Oui. En 2006. Waouh. YouTube existait. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Mais c'était dans les premières. Est-ce que c'était pas Dailymotion?
Non, Alors, c'était il y YouTube. a eu Dailymotion. Il y a eu Dailymotion. Il y a eu Dailymotion. Mais non, c'était déjà YouTube. Après, Ok. c'était le YouTube de l'époque où on postait des vidéos de chats. Donc, Ouais. c'était avant le YouTube. Enfin, c'était le YouTube footage catalogue. Ah, c'était genre le partage de fichiers, quoi. C'était t'upload des trucs, quoi. Ouais, Mais ça ok. n'avait pas cette vocation à la communauté, tout Ah, ça. ok, genre ok. le web 2.0, comme on l'a appelé à une époque et tout. Enfin, 2.0. Là, c'était vraiment, on juste t'upload tes trucs, tu vois. Je précise, j'ai 40 ans bientôt, c'est pour ça que je parle de ce genre de trucs. Et en fait, j'ai mes premières vidéos, genre ma top vidéo, elle fait quand même, pardon, mais moi, je suis un peu fière. J'ai vu il y a 2 semaines qu'elle faisait 1200 vues. C'est pas mal. C'est énorme. Putain, pour les Ouais. débuts Non, de mais YouTube, Est-ce qu'il y a franchement, des moi, je commentaires connaissais. Est-ce qu'il y a des commentaires de gens que tu connais pas? Ça, parce que ça, c'était J'ai pas terrible. regardé. Bah, à alors l'époque, ça- il n'y avait pas trop les commentaires en plus. Donc, enfin, il y avait les commentaires, mais je pense que les gens, c'était pas l'usage. il y avait la barre like, dislike. Bonne question. Je suis pas sûre. Ah ouais? Ouais. Peut-être. Je sais pas. Franchement, là, pour le coup, Et donc, tu filmais avec quoi? j'avais un caméscope. Mini DV? Même pas. Putain, je sais même plus quoi. C'était quoi le truc, mais c'était vraiment un vieux dos, quoi. Ok. Et j'ai fait vraiment des vidéos très gênantes. Et j'ai tout mis en non répertorié C'est au moment terrible. où j'ai commencé à devenir vraiment en prod et que je me suis dit, bah, en fait, ça va briser ma carrière, tout simplement. Ouais, ouais, je vois très bien. Ok. Beaucoup de sketchs, ouais. Beaucoup Ok, de ok. sketchs, ouais. Et que t'écrivais, genre tu. Ouais, j'écrivais, je réalisais, je produisais. Tu montais aussi? Hein ouais. De auteur, quoi. Je te auteur. montrerai, tu vas être très impressionné. Oui, j'ai hâte. Et toi, tu tournais aussi un peu? Oui, bah, on a un peu quelque chose en commun sur ça. Moi, pour le coup, j'ai commencé sur Dailymotion, où, pareil, c'était juste flemme d'amener une clé USB à mon pote. Vas-y, je mets ça sur Dailymotion Ok. et je lui envoie le lien. Beaucoup plus pratique. Et je me rappelle, la première fois qu'on a eu un commentaire d'un inconnu, c'était terrifiant. Vraiment, je voyais, c'était un trentenaire là. J'étais là, qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il envoie des messages? T'avais Ça quel âge? m'a- Je sais pas, j'avais 16 ans et tout. Ok, je comprends. J'étais là, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'avais même pas le recul de me dire ça. J'étais là, attends, il y a un inconnu. Genre, Ouais, comment il est ouais. tombé sur ça? Et donc, Dailymotion pendant un long moment. Et ensuite, j'ai moi aussi créé ma chaîne YouTube. Parce qu'on passe tous par là, j'ai l'impression. Du coup, c'est obligatoire. Il faut faire des face cam à un moment donné. Donc là, moi, c'était plus à l'époque des podcasts Cyprien, Norman et tout Ouais, ça, ouais. qui commençaient vraiment à percer. à percer. Et je me suis dit, enfin, j'avais un truc j'étais au collège, j'étais là, genre, attends, mais, ou au lycée, non, je sais plus. J'ai dit, je peux peut-être faire rire des copains avec ça, je peux peut-être gagner un peu de street cred au sein de l'école. On disait street cred. Ouais, on disait Ouais. vachement Ah ouais, street cred. ok, Ouais, je vois, ouais, je vois, à je vois. Valence, c'était vachement. C'est dangereux quand même, c'est une grosse prise de risque. C'est une prise de risque. Et j'ai fait ça pendant bien 1 an, je pense. J'ai commencé sur l'oral des TPE. J'ai fait le type d'élève, le type de prof. Le type d'élève a fait 1 million de vues. Pas oui, mal. Vanessa. Mais ça vient d'atteindre les 1 million il y a quelques mois, là. Ah, ok. C'était... oui. Ça a mis 13 ans pour atteindre T'as pas mis en nom répertorié? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai mis en non répertorié quand j'ai commencé à bosser avec Canal. Ok. Ouais, voilà. Et là, ils sont redisponibles. Ok. Je les ai remis parce que je me suis dit, c'est bon, C'est ça drôle. s'est bien passé, Ouais. je vais le remettre. Ok, énorme. Et toi, c'était quoi comme cam? C'était genre un petit. Ah putain, j'avais quoi? J'avais une cam pistolet là. Ah oui. Enfin Ouais, non, mais attends, au tout début c'était une mini DV. Et ensuite, même au tout début, je me filmais en train de faire des tours de magie ou des merdes comme ça. Avec, vous savez, des fois il y avait des appareils photo qui avaient un mode vidéo. Bien sûr. Mais Ouais, par ouais. contre, ça prenait pas le son. Tu pouvais pas tout avoir non plus. Non. Donc, j'avais filmé pas mal avec ça, où je faisais des petits trucs muets du coup. Énorme. Putain, c'est fou comme ça a tant évolué. C'est ridicule de se dire qu'il y a un truc qui prend pas le son quoi aujourd'hui. De ouf. Mais ouais, c'était. Et puis après, oui, je crois que c'était une Sony. Je vois, c'est je les sais petits plus. trucs l'écran que tu tournes Exactement. là. Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est ça. C'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Non, bon. c'était vraiment pas terrible. Et Mais ça filme en HD, ça fait. donc Ouais, j'étais heureux. ouais, c'est ça. C'est vrai que la HD d'aujourd'hui, c'est pas la HD de. Oui, non. Et donc, Vanessa, toi, à partir du moment où t'as tourné des trucs, tout ça, comment t'en es arrivé à te diriger vers cette carrière que t'as aujourd'hui? T'as fait quoi comme études? J'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre. Hein. J'ai l'impression d'avoir percuté très tard, mais en fait, en gros,
j'étais à l'internat, au lycée. J'ai rencontré Davy Mourier, qui et peut-être que vous le connaissez, voilà. Et on a commencé à faire de l'improvisation théâtrale ensemble. Lui, il faisait déjà des vidéos qu'il gravait sur des CV, sur des Divix et qu'on filait à Japan Expo. Et en fait, je jouais dans ces courts-métrages. Et c'était l'époque des films faits à la maison sur Canal aussi, tout ça. Et donc le début, pour le coup, d'Internet, mais même pas, effectivement, pas YouTube et pas Dailymotion non plus, c'était Watt aussi, il y avait Watt à l'époque. Ah oui, j'avais oublié. Ouais, c'était fou. Et puis il avait un site aussi où il hébergeait vraiment genre en natif sur son site, quoi. Et en fait... cette rencontre avec Davy, donc j'ai 16-17 ans, elle va être déterminante pour la suite, même si en fait, finalement, j'ai commencé ma carrière audiovisuelle que à 26 ans, ce qui est tard. Avant, je faisais autre chose, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué, tu vois, à faire des vidéos avec Davy, à faire du théâtre, à me dire « Ah, c'est trop marrant de faire des vannes, mais encore une fois, mais moi, jamais de la vie, ça sera un métier. » Moi, j'avais un côté un peu première de la classe, je vais faire du droit et puis je vais avoir un métier et puis parce que voilà, c'est comme ça en fait, mais tu vois, c'était juste normal quoi. Et il se trouve que j'ai fait un DUG, enfin une licence de Sciences Po droit à Lyon, et après je me suis dit je vais péter un câble. J'étais vraiment avec des gars de droite avec des attachés case en costard cravate à 18 ans et tout, et c'était vraiment la panique. Et en fait je me suis dit mais j'organisais un festival de musique dans mon village à cette époque-là où je me disais mais en fait pour le coup la culture me semblait plus accessible. Le cinéma ça restait un truc pour moi d'américain, et je me disais putain par contre la culture il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai fait plutôt des études de gestion culturelle. Et au départ, je suis passée, un peu chaotique comme parcours, mais je vais essayer de condenser. J'ai au départ bossé en Australie dans un théâtre alternatif contemporain très étrange, où j'étais prod. Enfin, j'étais assistante de prod et assistante de mise en scène. Et ensuite, je me suis retrouvée en Corse pendant 4 ans où j'administrais une résidence d'artistes, un hôtel-restaurant, un label de musique, j'organisais des tournées de polyphonie corse, donc rien à voir. Et ça a été vraiment jusqu'à mes 26 ans. Davy, avec qui j'étais restée très proche, je lui dis, je pense que je veux partir de Corse. Il me dit, mais on fait une émission avec Poulpe, que j'avais rencontré par ailleurs, où je jouais dans Nerds. Bon, c'est des vieux trucs d'internet, mais voilà. Et il me dit, on cherche quelqu'un pour organiser un peu les tournages. On fait le Golden Show, c'est un nouveau truc qu'on est en train de lancer. Et en fait, j'ai dit, mais moi, je viens du spectacle vivant, donc je suis incapable de dire comment s'appellent les trucs de caméra, de machin et tout. Il dit, mais viens, ça va le faire, quoi. Et en fait, ça s'est fait comme ça, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que j'ai débarqué à Paris pour être prod du Golden Show, et de Road Strip et de la 3e saison du Histoire du Futur. Et en fait, ça a commencé comme ça, mais par hasard, quoi. C'est-à-dire que j'ai tout appris sur place, quoi. Parce que t'avais aucune formation. T'avais connu Davy qui t'a un peu. Je connaissais juste quelqu'un qui m'a introduit. Ok, super intéressant. Et toi, Timothée? Ça a commencé, en fait, après les podcasts en mode les types d'élèves, là. J'ai arrêté au bout d'1 an. Parce que je voulais continuer ma chaîne, mais je voulais plus faire des sketchs, de la fiction, ce qui n'existait pas de ouf à l'époque. Il y avait 2-3 sketchs peut-être qui existaient, mais et du coup c'était plus une envie d'aller dans la fiction, et parce que déjà j'en avais marre de voir ma gueule constamment. Puis l'exercice du podcast, du coup ce qu'on appelle, je sais même pas pourquoi on appelait ça le podcast. Non, c'est la télé qui a commencé à appeler ça comme ça, non, c'est ça. Ça rend fou. Je sais pas comment on appelle ça du coup. Les facecam. Voilà. C'était tellement chiant à faire, et c'était tout le temps les mêmes codes et tout le temps les mêmes. Enfin bref, créativement, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'ai continué. Moi, j'étais au lycée à ce moment-là. J'ai continué à faire des sketchs et tout, qui marchaient pas trop, mais voilà, j'apprenais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai fini le lycée. Du coup, j'ai voulu partir à Lyon pour une fac. Fac de ciné, art du spectacle, image. Et en fait, ça m'a pas trop plu. J'ai regardé Lost la moitié du temps, et du coup j'ai arrêté. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté, j'ai fini Lost, et je me suis dit j'apprends bien plus en regardant Lost, je crois, parce que il y avait pas beaucoup de cours sur du coup le cinéma, et c'était très théorique. Il fallait attendre, je crois, la 3e année pour passer à la pratique. J'étais flemme, et j'avais juste envie de faire des trucs, quoi.
Donc j'ai bossé pendant 1 an dans un fast-food, dans un quick. Et en fait, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai fait une sorte de Ulule pour un projet qui était un long métrage que je voulais faire sur YouTube. Et qui, en fait, finalement, s'est transformé en petite série de 8 épisodes, je crois. Je sais plus. Et qui s'appelle Relationship. Et qui, du coup, ça, en fait, je savais pas, mais parce que du coup, j'étais retourné à Valence pour bosser. Moi, je voulais aller à Paris à un moment donné, parce que j'avais l'impression que c'est là où ça se passait. Je regardais au loin Studio Bagel, Golden Moustache, et je me disais, là, il faut que j'y aille. Et à un moment donné, c'est là où ça se passe. Et donc, grâce à une personne qui s'appelle Clémence, j'ai pu habiter en fait à Paris. Donc ça m'a sauvé aussi, parce que si tu débarques, il y a rien, c'est terrible. Ouais. Et en fait, tout ça m'a permis d'envoyer des mails en mode s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez-moi en stagiaire, je sais pas, je fais du café, ce que vous voulez. Et la première personne qui m'a répondu, je crois que c'était Benjamin Bunel pour Internet. Et qui m'a dit vas-y, un making of, pourquoi pas. Et là j'avais rencontré Vincent Tirel, Seb Lafrite aussi, et c'était d'ailleurs rien à voir, mais je me rappelle encore de Seb Lafrite, de Seb qui me dit il y a un nouveau truc là, ça vient de débarquer, je suis addict, ça s'appelle Uber. On peut commander des voitures et les voitures viennent à toi, quoi. Je dis mais non, c'est n'importe quoi. J'ai essayé. Enfin bref, c'est fou. Bon, voilà. Et voilà, c'est bon, je fais la. Et donc bref, ensuite j'ai rencontré. C'est là où nos destins se sont liés, parce que j'ai vu une annonce figuration pour un sketch de Ludoc, qui est donc le gros réal à l'époque du Studio Bagel. Et un des créateurs oui, absolument. du Bagel. Et moi, je suis directrice de production de Studio Bagel à cette époque-là. Okay. Exact. Et en fait, il me dit, vas-y, viens. Et il s'avère qu'il avait vu la série que j'ai faite, Relationship. Et je dis, ok, putain, je savais pas. Et en fait, il voulait me donner une réplique. Non, pas cette réplique, ok. Mais il y a un sketch qui existe quelque part. Et donc, bref, il s'est dit, vas-y, je lui file le réplique. Donc j'ai fait la réplique, au lieu d'être figurant, attention, step up déjà. Moi, j'étais très heureux. Et step up encore plus, il me dit à la fin, vas-y, est-ce que tu veux être stagiaire au Bagel? Et oui, vas-y, ok. Et au final, c'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa. Mais c'est vrai que l'entretien de stage c'est vraiment fait sur le tournage de ce sketch, où vraiment on était, moi, Ludoc, avec Tim, en disant t'as une convention de stage? Pas trop. Non. Ok, je vais essayer de trouver un truc avec les DRH de Canal pour que ça passe, parce qu'on avait été entre-temps racheté par Canal, le Bagel. Et en fait, ça s'est vraiment fait... T'as fait une entrée fracassante, en fait. On s'est vraiment dit avec Ludoc... sa chaîne est super, enfin ça se voit qu'il a un truc, quoi. Et nous on avait toujours un stagiaire ou une stagiaire post-prod et une autre ou un autre image, et du coup là, c'était la fin de l'autre stagiaire. On s'est dit vas-y, on prend Timothée Hochet, quoi. Mais c'est vrai que ton recrutement a été improbable, quoi. Oui, et ça a changé ma vie. Et tu stressais un peu ou pas, quand t'étais sur les plateaux ou les trucs comme ça? Oui. C'est pas le meilleur stagiaire image que j'ai eu. Alors ça c'est terrible de l'entendre, et que ça soit maintenant en public, parce que selon moi j'étais exceptionnel. Moi je pensais vraiment faire un très bon stage, et il s'avère que non, pas du tout finalement. Mais en fait je stressais tous les jours, et c'était vraiment lever à 7h et rentrer à 22, 23 la plupart du temps. Il fallait préparer. C'était un moment où le Bagel explosait. Ouais. Et il y avait plein de chaînes en même temps. Il fallait préparer 5 tournages en une semaine. Oh putain. Et du coup, je pensais faire un bon boulot. Mais bon, j'ai en effet peut-être oublié quelques batteries. Peut-être que je suis arrivé très, très tard sur un tournage alors que j'avais le son. Et qu'ils n'ont pas pu tourner pendant 2h30 à cause de moi. Mais à la fois, à ta décharge, on va dire, le modèle économique de cette époque d'Internet, on va dire entre 2012 et 2016, était basé sur très très peu de moyens financiers pour de la viralité, beaucoup de production value. Donc, et puis beaucoup, il fallait que ça, par contre, ça rentre bien à l'image. C'est-à-dire qu'on a dû faire un peu des miracles, quoi.
Et moi, on me demandait de faire le max avec le moins possible. Putain. Donc c'est une blague maintenant entre nous sur la qualité de son stage de l'époque, parce qu'en vérité, le travail qu'il faisait n'est pas un travail de stagiaire. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est vrai, ça. Bah évidemment. Et évidemment, ça demande, c'est ce que c'est les troisième assistants cam, c'est des DIT, tout ça. Et sauf que nous, vu qu'on faisait tous 3, 4, 5 postes en même temps, ce qui n'est pas normal, hein, mais c'était l'économie de cette époque-là, et je pense pas qu'elle ait tout le temps beaucoup changé finalement, mais ça impliquait que du coup les stagiaires se retrouvaient archi responsabilisés. Ok, d'accord. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Parce que est-ce que toi, t'avais pas fait en dehors de toi, de ce que t'avais tourné, t'avais pas fait rien. Oui, c'est ça. En technique. Et on me demandait des objectifs, je savais même pas ce que c'était. Mais c'est pas directement sur la caméra. Tu regardes sur le téléphone vite fait. Alors, c'est vraiment ça. Oui, très bien. Je vais ramener ça demain. Prends des mandats, ça personne, les stagiaires qui avaient jamais vraiment fait ce truc-là. Ces questions-là, c'était des questions vraiment en piège, quoi. Tu pouvais pas savoir ce que c'était, tu vois. C'est la lumière, les mandarines. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas. Mais on a tous et toutes appris en faisant, en essayant de comprendre ce qu'on était en train de faire. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut défendre particulièrement. Parce que c'est des vrais métiers, c'est du vrai artisanat à défendre et à maintenir. Néanmoins, ça nous a permis à nous moi j'ai appris à être productrice en 2 ans et j'étais au milieu de la polyphonie corse et je me suis retrouvée à vraiment gérer des tournages et à être directrice de production du digital chez Canal+ en 3 ans. Et ça, c'est... Mais comment t'en es arrivé ? Parce que le truc, c'est c'est vraiment, en fait, Davy qui t'a permis de pouvoir te rapprocher de ça. Ouais. Mais il y a une partie de tes études qui t'ont aidé à pouvoir aborder ce métier. Donc, comment tu l'as... Est-ce que c'est ce que t'avais fait après qui t'a permis ? Ou alors c'est vraiment... Ah non, c'est vraiment... je suis full autodidacte là-dessus. Et comment, les premiers jours, comment tu t'es dit, mais en fait, à quoi je sers en fait, j'étais avec Davy Poulpe, François Descraques, Florent Bernard, Rémi Argot, Clément Morin, je dis tout le monde parce que c'est vraiment les gens avec qui j'ai commencé. Et en fait, on m'a appris, quoi. Ils m'ont appris les choses, tu vois, les basiques, on va dire. Et les sketchs, c'était l'époque de Bref, c'était l'époque du Palmacho, c'était l'époque finalement de Norman et tout ça, des face-cam. On a un peu bricolé comme ça et on n'était pas si nombreux en fait en vrai, hein. Et du coup c'était avant Golden Moustache et Monsieur Bagel. Donc en fait quand Golden Moustache s'est créé, on a appelé et Monsieur Bagel, on a appelé les gens qui faisaient de la prod sur internet. On n'était vraiment pas nombreux, il y avait moi et Paul Esteves qui bossait avec Ludoc et Ludovic sur ça. Et donc en fait lui il a fait Studio Bagel, moi j'ai commencé chez Golden Moustache. Donc en fait c'est plus le fait que c'est le bénéfice, on va dire, d'avoir été un peu les premiers à cette époque-là qui ont fait carrière. Mais c'est une blague. Moi quand j'ai mis un pied à M6, déjà quand j'ai dit à mes parents j'ai une carte j'ai une carte de salarié M6, il y a un truc mais qu'est-ce qui se passe ? Et après quand j'ai eu celle de Canal, là par contre c'était encore un truc de fou. Mais j'ai été terrifiée, hein. J'ai été terrifiée à ces époques-là. Et d'ailleurs, je sais pas si je m'en remettrai un jour. En fait, ça a été des charges de stress énormes, parce que d'un coup, ça a explosé, on s'y attendait pas. C'est-à-dire que maintenant, tu rentres dans YouTube ou sur Twitch, tout ça, t'as déjà vu des gens qui ont eu des carrières folles, t'as déjà eu des gens... Des success stories de des success stories de ouf. Tu sais très bien que tu peux devenir millionnaire avec ça. Tu sais très bien que, voilà... Nous, à cette époque, on est vraiment dans une full naïveté on fait des trucs entre nous, on vient tous un peu de nulle part. Ouais, voilà. On se dit juste que aucune personne dans les chaînes télé vont nous prendre au sérieux. Donc en fait, on va être prod, diffuseur, acteur, machin, on va tout faire avec nos caméscopes et avec des gens qu'on aime bien. Et il se trouve que ça a marché, mais on l'a pas anticipé en fait. Bien sûr. Donc moi, ma carrière, elle a pas pu s'anticiper. J'ai jamais vraiment compris ce qui m'était arrivé en fait. Ok. Mais c'est vrai que c'était fulgurant à l'époque. Franchement, quand on voit le truc. Et c'était quoi le modèle économique ? Parce que si tu avais des équipes, comment est-ce que les gens se rémunéraient ? C'était. Alors, il y a eu. Alors, c'est des modèles qui sont très différents au départ, en tout cas, entre Golden Moustache et Studio Bagel. À l'époque, Golden Moustache était hébergé chez M6, donc bénéficiait en fait de M6, du groupe, on va dire. C'était une logique de groupe. Studio Bagel, c'est la réponse à un appel d'offres que faisait YouTube sur des chaînes. En gros, il filait de l'argent à plusieurs chaînes. Et donc, en fait, ceux qui ont créé Studio Bagel, donc Axel Malivernel, Ludoc et Lorenzo Benedetti,
ont gagné l'appel d'offres et donc ont eu de l'argent de YouTube pour financer des sketchs. Donc ça, c'est fait comme ça. Après, Bagel, on a été racheté par Canal. Et donc là, un peu le même modèle. On était en fait dans l'écosystème Canal+, qui fait qu'une partie de leur chiffre d'affaires était allouée à la production de contenu. Mais on avait un pourcentage ridicule par rapport à ce que tu peux avoir sur les émissions de flux ou dans le secteur cinéma. C'était le secteur digital. Et après, ça a augmenté. Au départ, j'étais solo en prod. À la fin, j'avais, je sais pas, une équipe de 12-15 personnes, quoi. Et c'est allé hyper vite, en fait. Ok, waouh, ouais, j'avoue, ça devait être... Un train dans la gueule, ça s'appelle. Ouais, un train dans la gueule. De ouf. Et donc toi, ça a été quoi la suite? Donc toi, t'es arrivé sur les plateaux, tu t'y connaissais pas trop. Ouais. Quand est-ce que t'as commencé à te démarquer, entre guillemets, de tout ça? Alors, pendant mon stage, bon, j'ai rien fait sur YouTube pendant mon stage parce que c'était voilà, H24. Mais ensuite, en gros, il y avait l'une des personnes qui travaillait chez Bagel, Tom Evrard, qui aussi faisait les making-of de temps en temps, enfin qui faisait d'ailleurs pas mal de making-of, à vrai dire, à l'époque. Et une fois, il n'a pas pu, et il m'a proposé, parce qu'on s'était bien entendu pendant le stage, il m'a proposé de faire le making-of. Et donc, en fait, je suis arrivé, c'était le dernier sketch de la saison, c'était Rencontre de 3 types avec Monsieur Poulpe. Et j'avais cette envie de, du coup, un peu marquer le coup et faire quelque chose où on voyait un peu plus l'équipe. Parce que les making-of étaient plus des sortes de bêtisiers un peu... enfin, moi, je me rappelle, en tant que spectateur, je les regardais, je me disais, mais en fait, c'est les acteurs qui font tout, quoi. Et je me disais, quand je suis arrivé en stage, je me suis dit, mais attendez, c'est une équipe immense. Alors que pas tant que ça, mais c'était fou pour moi. Et puis je m'étais aussi un peu lié, vu un peu d'amitié, mais pas non plus. Enfin, j'étais quand même assez timide. Je me rappelle pendant le stage, c'était pas. Et du coup, ça m'a permis en fait le making of d'aller voir certaines personnes et de parler de leur travail et tout. Et du coup, bref, ils ont bien aimé. Enfin, ça a bien plu. Et donc, je sais pas qui m'a proposé. De faire 1 an de making-of, globalement, pour le tour du bagel. Oui, c'est ça, c'est nous. Ouais, C'était toi. Ouais. Bon, voilà. C'était toi, tout simplement. Et donc, pendant 1 an, donc, j'ai fait les making-of. Et en fait, ça m'a permis... c'était génial parce que ça m'a permis de voir les posts. Déjà, t'as pas de pression quand tu fais le making-of. Vraiment, t'es tranquille, alors que tout le monde est sous pression. Et donc, ça te permet de voir de quoi a besoin quel poste, les petites tensions entre les gens parce qu'il y a des manques de communication ou pas, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal et pourquoi. Et ça, j'ai adoré, c'était une aventure trop cool. Et en parallèle, en fait, là, je continuais à faire un peu des courts-métrages sur ma chaîne YouTube et je proposais des petits scénarios aux chaînes annexes qui s'appelaient Studio Movie et Studio Gaming, qui étaient axés donc cinéma et jeux vidéo. Et j'avais écrit un scénario qui était en plus pas forcément très drôle parce que je voulais apporter un truc un peu plus sérieux en mode ok, il n'y a pas que l'humour sur YouTube. Et ils ont bien voulu. Mathieu Marot avait bien voulu que Louis Farge réalise un scénario que j'avais écrit. Et donc là, c'était trop cool et tout. Et en fait, je suis allé sur le tournage et je crois que j'ai été un peu relou en mode, je voulais montrer que le prochain, tu peux me le filer en réel aussi. Et t'avais envie quand même, c'était un peu ton bébé et tu te disais, t'as envie que ce soit la prochaine fois, ce soit toi, quoi. Ouais, enfin, Louis me laissait diriger un peu les acteurs avec à ses côtés et tout. Et c'était trop cool. Et ensuite, j'ai proposé un autre court-métrage qui s'appelle Up Life, que j'ai fait avec Alexandre Daran, et pour le coup, où il m'a confié aussi la réal. Et donc là, c'était un peu le premier truc produit que j'avais fait, c'était génial. Et bref, pour continuer, à un moment donné, j'ai fait un court-métrage sur une idée que j'avais eue d'appel téléphonique avec... en gros, la fin du monde, mais seulement en audio. Qu'est-ce que ça donnerait? Où c'est que des appels téléphoniques. Et donc, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Calls. Et je sais pas pourquoi. Enfin, si maintenant j'arrive à expliquer pourquoi, mais ça a bien fonctionné sur YouTube.
Et je me rappelle d'ailleurs que tu l'avais partagé, je crois. Je me rappelais de ce truc. Je me disais, putain, Vanessa l'a partagé. Pas mal. J'étais content. Et donc, le producteur à l'époque, Lorenzo Benedetti, m'a proposé de l'adapter pour Canal+. Ok. Donc en fait, c'est un peu un coup de chance, être là au bon moment, au bon endroit, et en même temps continuer à bosser de son côté, quoi. Okay. C'était un peu comme ça que je l'ai fait. C'était même pas une strat, j'avais juste envie, quoi. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de proposer ça à Canal+. Okay. Et parce qu'à la base, moi, je pensais une plateforme audio, quoi. Mais non, il a eu le flair de se dire non, peut-être que ça peut plaire à Canal, même s'il n'y a pas d'image. Et du coup, comment on travaille ça et tout. Et toi, voilà. Comment tu as interprété ce truc ? Enfin, je veux dire, toi, tu avais envie d'être réalisateur à ce moment-là ? Ouais, totalement. Et donc, tu l'as vu comme une opportunité de pouvoir... Parce que c'est un exercice complètement différent. Comment tu l'as abordé quand on te l'a proposé ? Tu t'es dit, j'y vais à fond. Tu t'es dit, waouh, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé pour ce projet. Comment tu l'avais... Je me suis dit, j'y vais à fond. En fait, vraiment, Coles, parce que les podcasts, pour le coup, n'avaient pas explosé à l'époque. C'était 2016, je crois. En fait, il y avait un truc moi, je voulais juste faire une expérience horrifique sans image, parce que selon moi, c'est beaucoup plus fort quand on voit pas. C'est tout. Ce qui est pas faux. Et en fait, ça revient à Blair Witch, tu vois. Ouais, complètement, où mon premier souvenir et le plus fort d'horreur, c'est Blair Witch, où je suis là. Je me rappelle vraiment, on était 4 garçons sur un canapé, personne n'avait parlé. Et à la fin, c'était en mode, ouais, pas trop peur et tout. Et en fait, le canapé était trempé de sueur, quoi. Et on avait tous sué très fort. Et évidemment qu'on avait tous eu très peur. Bref. Et donc, ça... non, je me suis dit, oui, à fond, j'y vais à fond. Bien sûr, il y a Canal qui te propose. Bien sûr, non, mais c'est stressant. Et je le voyais pas comme une fiction audio, je le voyais comme une expérience. Okay. Et d'ailleurs, Canal aussi, c'est pour ça ils m'ont laissé quasiment une totale liberté sur les textes et sur la réal. Ils comprenaient pas ce que je faisais. Ah, ok, d'accord. Et je crois que c'est tombé au bon moment aussi pour Canal. Ouais, parce que c'est vrai que c'était complètement à part, quoi. C'était à l'époque en plus où Canal lançait le label Création Décalée. Donc c'était, y a la création originale de Canal+, qui sont les très très gros budgets. Et la création décalée, c'était une façon de créer des œuvres un peu différentes ou de tester des gens ou de voilà. Et donc en fait, Coles et Tim ont lancé la création décalée. En fait, ça s'est vraiment lancé avec Coles. Ok. Un format très différent, donc très nouveau, quoi. De leur part, une expérimentation qui a eu du succès et qui a permis de... Okay, et ils l'ont à fond accompagné, du coup. La sortie, elle a été incroyable. Et puis de dire d'emblée, on veut un cast vraiment 5 étoiles pour justement montrer que il faut pas favoriser que certains types d'images et de formats. Et de montrer qu'il y a toujours 1 milliard de choses qui vont nous prendre par surprise et qui vont être les choses que les gens vont trouver incroyables. Et toi, tu l'accompagnais à l'époque Non, moi, c'était au moment où je suis partie de Canal. Ouais. Mais j'ai suivi à distance, mais c'est au moment où je suis partie, moi. J'ai monté ma société avec Monsieur Poulpe, du coup. Ok, d'accord. Et donc, là, vous êtes à des étapes où vous avez, entre guillemets, atteint cet objectif. Vous vous êtes dit, c'était quoi la suite ? En tout cas, genre... Timothée, toi, tu avais plus atteint, entre guillemets, cet objectif de pouvoir être chef d'un projet, d'avoir ton histoire qui soit accompagnée. Toi, pourquoi est-ce que tu t'es dit, j'ai fait tant d'années à faire des projets j'ai envie de faire des projets un tout petit peu plus perso, d'accompagner des projets différents. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais quitter Canal ? Ouais, que créer ce truc. En fait... Ça a été tellement fulgurant ces 3-4 années là de Internet, fin de vidéos sur YouTube, que je me suis demandé à un moment donné, moi qui n'avais donc jamais rêvé de ça, et moi qui n'avais pas de plan de carrière, est-ce que j'étais vraiment à ma place ? Parce que c'est quelque chose, moi ce qui me fascine et ce que j'aime toujours, autant maintenant, c'est l'artisanat, c'est de faire des choses avec des gens que j'aime beaucoup. C'est différent d'être productrice exécutive du digital de Canal+, c'est clinquant sur le papier. Ça veut pas dire que ton quotidien... En tout cas, moi, c'était pas mon costume. C'était pas le costume que je devais porter, parce que d'un coup, ça devient des jobs qui sont plus politiques, financiers. Et pour le coup, autant je sais faire, autant c'est pas véritablement ce que moi, j'ai envie de faire. Oui. Et je préfère être proche des œuvres, proche des auteurs, des autrices, proche des tournages. Et là,
on avait tellement eu une croissance énorme que c'était plus mon job. Mon job, c'était d'éteindre des feux et de... Ah ouais, ok. C'était vraiment très compliqué. Donc j'ai préféré démissionner, ce qui a été une décision qui a été difficile à prendre, surtout quand on arrive à ce niveau-là très vite. Mais en fait, c'était pas ma vie. Et c'était pas ma vie. Et du coup, je me suis quand même dit... Et puis, je me suis dit, est-ce que juste, j'ai pas été justement un gros coup de chance ? Après, il y a forcément une part de chance là-dedans, mais ça se trouve, je ne sais pas faire ce métier en dehors de YouTube. Ça se trouve, je ne suis que bonne à faire des choses sur YouTube. J'ai quand même voulu me prouver que j'étais en capacité de faire avec des gens que je ne connaissais pas, avec qui n'étaient pas par ailleurs mes amis, ce qui était le cas, parce qu'on a tellement vécu les uns sur les autres qu'on est devenus tous très très proches quand même. Et en fait, j'ai été directrice de production pour des séries à la Cité du Cinéma de Black Pills. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, ouais, voilà, ouais. ça, c'était des séries en 10 fois 10 minutes, voilà. En anglais, en général, en langue anglaise. C'était l'époque où on pensait que les gens allaient vraiment consommer des choses sur leur portable. Et moi, j'ai été appelée pour être directrice de production. Donc, et mon équipe technique, c'était les gens qui venaient de Besson, enfin c'était l'équipe de Valérian. Et donc je me suis retrouvée à être directrice de production d'un tournage avec des gens qui ont fait, eux pour le coup, 150 milliards de tournages cinéma, tout ça. Et moi j'étais là, genre mais à quel moment je vais être pertinente et respectée entre guillemets en moi venant de YouTube, quoi. Déjà qu'on a toujours entendu que c'était pas véritablement un vrai média ou machin à cette époque-là en tout cas. Très maintenant. critiqué, ouais. Mais je m'étais dit genre ça va jamais marcher. Et en fait il se trouve que ça s'est très très bien passé. Alors qu'on a tout fait, en plus c'était en anglais, tout ça et tout, et je me suis dit non, mais en fait c'est bon, je peux le faire. Enfin, ça a réglé une grosse partie du syndrome de l'imposteur à ce moment-là, enfin d'impostrice. Et après, j'ai voulu monter ma société parce que j'avais besoin d'être aux commandes et aux manettes. Okay. Et que j'avais besoin d'être sur des œuvres enfin des choses que je veux défendre en fait. Et selon mes règles à moi, et selon ma façon de faire à moi, voilà. Et vu que Poulpe, bon, on travaille ensemble depuis 2011, du coup, le Golden Show, on s'est dit, on s'associe, et puis comme ça, on crée une société de production indépendante. Et on a produit après l'émission Crac Crac sur Canal+. Moi, je suis restée très très proche de Canal. Qui est une chaîne que je respecte énormément parce que, comme dit Tim par rapport à Calls, moi j'ai toujours eu une full liberté sur les projets que je faisais et ça c'est quand même extrêmement précieux. Donc je suis restée beaucoup avec Canal, mais pour le coup je produisais avec ma société, enfin notre société avec Poulpe. Et du coup on a produit plusieurs émissions de flux, donc de programmes télévisuels. Vu qu'on n'a jamais, encore une fois, enfin moi j'avais jamais produit du flux, enfin du programme télé pur, à part Recette Pompette où on était, enfin moi j'ai démissionné au moment du premier jour du tournage à la limite, mais j'ai fait toute la prépa en tout cas. On a tourné avec des moyens fiction, c'est-à-dire que même nos émissions de flux, genre je crois qu'on était la seule émission de flux à être tournée en raid, crac crac. Ah oui, d'accord. Donc on avait une raid, pas tout, hein, parce que voilà, le reste c'était voilà. Des facettes, mais sinon c'était vraiment des raids et tout. Enfin, on avait une grosse raid et c'est ce qui faisait le grain. C'est ce que moi j'aime le plus faire, c'est de me dire que chaque format peut avoir son hybridité et peut convoquer des artisanats qui ne sont pas forcément celui pas mainstream, j'aime pas ce mot-là, mais tu vois auquel on pense en tout cas en priorité. Ouais. Et au départ, les personnes ne comprenaient pas pourquoi on tournait, parce que c'est beaucoup plus compliqué de tourner en raid une émission de flux. Je disais, mais c'est juste qu'au moins on a une image, au moins on raconte quelque chose qui est différent. Donc même nos façons de faire de la télé a été tout le temps animée par nos références cinématographiques à Poulpe et moi. Et il y a plein de refs dans Crac Crac en fait, quand tu regardes quoi. Donc voilà. Et après on a développé du documentaire, de la série, des longs métrages. Et c'est là où j'imagine qu'on va arriver à Stéphane. Et à notre collaboration qui ne s'est finalement jamais arrêtée. Exact. Ouais. Exact. Eh ben, c'est parti. Non, c'est donc d'où vous est venue donc la collaboration. Ça a été sur ce long métrage, c'est ça? Cette première collaboration, ou alors vous en aviez déjà eu? C'était la première. Depuis Bagel, je pense en fait. Oui. En fait. Oui, totalement. En fait, c'était. L'idée de ce film, donc, qui s'appelle Stéphane, était une idée qu'on a eue avec Lucas Pastor, avec qui on écrit et réalise ensemble ce film-là, qui était à la base vraiment plus une blague. On avait fait un tournage, parce que de temps en temps, on tourne avec Lucas Pastor sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde à l'envers, qui sont des parodies d'émissions télé. Et de temps en temps, on a des prothèses
sur la gueule. Et donc, Lucas a joué un personnage où on s'est rendu compte que il nous faisait vraiment juste beaucoup rire et en même temps il nous angoissait, cet homme. Et Lucas a ce talent de comédien vraiment de pouvoir se transformer et où ça marchait vraiment. C'est-à-dire qu'il existe, cet homme existe. On s'est dit ça. Et donc il avait une gueule comme ça. On s'est dit ça a mûri avec le temps. On s'est dit il faut le ressortir. Je vais pas faire un court-métrage, faire quelque chose. Et on avait discuté de l'idée même pas un film, un court-métrage à la base, avec Vanessa et Poulpe, parce que en vrai, je bossais pas mal dans les bureaux de Ninja. Et du coup, je vous voyais tous les jours, quoi, quasiment. Enfin, oui, peut-être pas tous les jours, mais j'étais souvent là. Toujours là, celui-là. Toujours là, à squatter les bureaux. Et je bossais sur quoi ? Sur Ceux qui chassent, peut-être sur je sais plus. Peut-être sur d'autres projets. Cool saison 3 aussi. Hein. Il y a moyen, il y a moyen. Et bref, un jour, on les a vus et on a pitché l'idée. Et en fait, c'est vous qui nous avez dit, il faut en faire un long, quoi. Il faut faire un long métrage. Ouais. C'est à peu près comme ça que c'est né. Ouais. C'était juste après le confinement, à la fin du confinement, et on avait tous les quatre cette envie de tourner assez rapidement. Et donc, il y avait une sorte d'énergie comme ça de, ok, on le fait, quoi, on le fait, on n'attend pas. Ça c'est peut-être toi qui vas en parler mieux, mais on s'est dit, on va pas attendre 1000 ans pour créer quelque chose. Et c'était comme quatre ados, du coup, à la base, dans l'énergie à ce moment-là, c'est quatre ados qui se disent, vas-y, on prend une caméra et on y va. Après, la réalité des choses était différente, mais c'était ce mood-là, quoi, au départ. Ouais, c'est ça, parce que là, on est en 2021. Toi, Tim, tu sors de 2024. Écoute, je fais ce qu'on appelle un saut dans le temps, ok, c'est un procédé cinématographique. Donc, 2021, Tim a fait quand même 3 saisons de Calls sur Canal+. Et Calls a été adapté aussi aux États-Unis sur Apple TV+, qui est quand même fou. C'est-à-dire que cette personne, en termes de sa vie change en 5 ans, est quand même assez incroyable. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus ce segment-là de ton histoire aussi, vrai. Qui est quand même assez fascinant. Les petits voyages à LA en business class pour aller dans la room d'écriture, c'est quand même un délire. C'était très drôle. Et en fait, Tim et moi aussi, on travaillait sur un projet de long métrage. Tu sais, on avait un premier projet de long métrage cinéma, qui est toujours un projet en cours, mais où on s'est vite rendu compte qu'il impliquait beaucoup d'argent. Genre beaucoup d'argent. Okay. Et en fait, on a eu un moment de se dire, ça se trouve, c'est peut-être pas le film à faire en premier long métrage de cinéma. Okay. On va essayer de rationaliser un petit peu et on va essayer de voir les choses un peu différemment. On se dit ça. Il y a le Covid en plus qui nous on est entre 2 couvre-feux et effectivement quand Lucas et Tim nous parlent de Stéphane en fait, on se dit ça fait 10 ans que Poulpe et moi, même plus, qu'on fait des vidéos sur internet. On a envie de retrouver ce qui faisait que notre vie a changé en 2010-2011 et ce truc de effectivement on tourne en toute petite équipe. Vite, et on voit ce que ça donne après. On se remet dans cette énergie-là. Parce que nous, ça fait maintenant 7 ans qu'on fait des projets pour Canal, staffé, tout ça et tout. Et donc, c'était parfait parce que quand ils nous ont proposé ça, il y a vraiment eu ce truc de genre, ok, nous, craquer le milieu du cinéma, ça va encore potentiellement nous prendre des années. Parce que c'est quand même des mondes qui fonctionnent c'est quand même très imperméable. Voilà. Et déjà, pour passer de Internet à télé, ça m'a pris du temps. Et pourtant pas tant que ça en termes d'années, mais en vrai, en termes d'énergie, beaucoup. Après télé, t'as aussi les séries télé, ça prend aussi du temps. Après cinéma, c'est encore d'autres gens, ça prend encore plus du temps. Moi, je me suis très vite dit, si à un moment donné, on veut... Et en plus, on vient de cette génération qui est... des gens d'Internet, où on a tellement eu l'habitude de faire les choses très rapidement, très très vite. Les temps longs du cinéma, 3, 4, 5 ans, qui sont des temps assez classiques, moi, c'est vite un vertige. Hein. C'est vite un gros vertige. Et vraiment des enfants addicts au sucre, quoi. Et en fait, il y avait vraiment un truc de se dire comment être nous, avec aussi l'expérience qu'on a eue chacune, en continuant à garder cette énergie-là, en rentrant dans le côté cinéma aussi, par une porte qui est la nôtre, c'est-à-dire une petite porte un peu au fond du couloir, on nous voit pas venir, mais on a un truc à raconter et on va le faire avec beaucoup d'énergie et du désir, les uns pour les autres, de créer ensemble. Et du coup, est né Stéphane. Donc nous, on s'est dit avec Poulpe, ça se trouve, la boîte va mourir
À cause de ce projet. à cause de ce projet, mais finalement, d'une certaine façon, lui et moi, on préférait cette version du scénario, où on se dit, on aura essayé de le faire, et on l'aura fait, et ça nous rendait très heureux d'être 4 personnes autour d'une table à avoir rigolé là-dessus, et à l'avoir fait surtout. Parce que moi, tout le monde me disait après en prod, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et je fais oui, merci bien, je suis bien au courant, hein. Mais moi, en fait, j'ai pas le temps, donc c'est soit je mets le pied dans la porte, soit avant que je sois invité à la grande table des gens et des producteurs et des producteurs du cinéma, s'il faut faire 45 milliards de soirées, ça va pas être mon délire. Donc en fait, c'est soit je rentre un peu forceuse, soit c'est compliqué. Et en plus là, de le faire avec par ailleurs des gens qui sont des amis, c'était vraiment génial. Et on s'est retrouvés donc à tourner Stéphane en 15 jours et après 2 jours de reshoot, je crois qu'on a fait. Et aussi, il y avait quelque chose qui nous aidait aussi, c'est que Stéphane est un fan footage dans le format. Oui. Et donc, Retour à forcément... Ouais, en plus. Et donc, c'est forcément moins cher qu'un film classique de fiction où il y avait ce truc un peu de ok, bon, ça va pas coûter 1 million, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le dispositif faisait qu'on pouvait le faire. Ok. Et c'est un film de bande, c'est-à-dire que l'équipe technique sont des amis que tout le monde l'a vécu comme on écrit une fable à plusieurs, quoi. Okay. Et après, qu'importe, évidemment que moi, l'objectif, c'était que ce film soit vu, visible, et que soit exploité quelque part. Mais quand même, la grosse énergie, c'était d'être ensemble, quoi. Okay. Et de faire confiance au film. Et ça, c'est un truc qu'on se dit très souvent avec Tim sur les projets auxquels qu'on travaille, c'est de ne pas se faire happer par trop penser avec le mental et croire qu'on est en capacité de faire des stratégies. En fait, on n'est pas très fort, toi comme moi, là-dedans, je pense. Et par contre, on a de l'intuition. Et on se dit, faisons confiance à Stéphane, en fait. Et vraiment, littéralement, on a fait confiance à un personnage. Et on a fait confiance à Lucas Pastor, qui est quand même la personne derrière ce personnage, qui est brillant. Et en fait, en faisant confiance à Lucas, il a incarné quelque chose qui est incroyable, quoi. Oui, totalement. Et toi, Timothée, parce que c'est donc en termes de fiction, c'est quand même en termes d'enjeu, c'est assez important. Comment est-ce que tu l'as senti cette approche de ça y est, je vais faire potentiellement un long métrage? Je sais pas si j'avais dès le départ ce truc de ça y est, c'est un long métrage et tout. Hop là, le cinoche, c'est bon, c'est dans la poche. Déjà, on avait vu que c'était quand même une expérience et qu'on avait tous conscience de ce truc de c'est pas comme ça qu'on fait un film. Ouais. Il y avait et d'ailleurs c'est le sujet aussi du film. C'est le sujet du film, c'est vrai. Mais on est parti avec un séquencier. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de. C'était peut-être 10 pages, 9-10 pages de voilà, on va tourner ça. On va laisser tourner la caméra pendant des heures, peut-être. Le film est basé sur quand même beaucoup d'improvisation. On avait une structure. Donc en fait, c'était plus, comme Vanessa, une expérience de bande. On va faire ça et on va voir ce qui se passe. Mais j'ai jamais vu comme un truc, ok, ça y est, c'est la preuve que je peux faire une histoire longue et tout. Évidemment que c'est super comme exercice parce que oui, cette question se pose, mais dans tout le processus, à la fin du tournage, on n'avait pas vraiment de film, tu vois, à la fin du premier tournage. On a fait un premier montage de 2 heures. On a tous sué, on a eu un moment de... peut-être qu'on sait un peu, peut-être que la blague, elle est un peu trop loin. Voilà. Nous, on était contents. Avec Lucas, on avait monté ça, on était contents, on était là. Voilà, on va vous présenter ça. C'est vrai que ce mail était génial. On est vraiment très fiers de vous présenter ça. Et moi, j'ai pas été inquiète parce que j'étais sûre qu'il y avait un film dans ce film, mais je me suis dit très vite, il fera pas 1h55 ce film. Ça sera un film, à mon avis, d'1h10, 1h20. Ça sera très bien comme ça. Comment ça 1h10, 1h20 Tu veux enlever 40 minutes ça va pas ou quoi? On va cuter facile 40 minutes. Mais non, mais c'est... Ouais. En fait, on n'a pas eu le temps de mentaliser aussi tout ça à Donf, parce que quand ils nous ont parlé de ça, c'était en janvier. On s'est dit go long métrage, enfin go format long en février, on a tourné en mai-juin, et en gros ils ont fait le montage l'été. Octobre, je l'envoie au PIF, Paris International Fantastic Film Festival,
alors que vraiment on n'a pas encore fait les reshoots, donc il y a des cartons qui disent bon là en gros il se passe ça machin, et je l'envoie pour commencer à tester quand même dans le milieu, voir si ça voir, répond, et voilà, ça faisait un petit truc test et tout, mais vraiment je me dis jamais qu'on est sélectionné, hein. Je l'envoie et là vraiment, moi je suis jury dans un festival à Montréal et un message du programmateur qui me dit vous êtes sélectionné en compétition internationale. C'est même pas genre carte blanche ou un hors-série ou machin. Compétition internationale, vous avez 3 semaines pour finir le film. Il y a vraiment eu un truc. Non, je crois qu'on était même pas vraiment au courant que t'avais envoyé ça. Enfin, ouais, non, je l'ai fait un peu comme, en fait, je l'ai fait un peu comme moi, enfin, en me disant, je teste, teste. Et puis on voit. Et je vais pas non plus foutre le cafard au garçon si jamais il se passe rien avec le truc, quoi. Et en fait, on est sélectionné, quoi. Et comment ça, dans 3 semaines? Dans 3 semaines, il faut terminer. Il faut pré-mixer, parce qu'on a évidemment pas le temps de faire un vrai mixage et tout. Il fallait tourner, non? Il fallait tourner. Et oui, toutes les scènes de fin et tout, elles sont tournées à ce moment-là. Et il faut faire une affiche, enfin, c'est le branle. Et puis d'un coup, moi, c'est genre, attends, mais genre, ma meilleure amie travaille dans la programmation de festivals. Et elle a bossé notamment à la quinzaine des réalisateurs pendant des années, tout ça et tout. Et je lui dis, je suis sélectionnée au pif avec le film et les garçons. Qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, attention, oh là là, attends, mais il faut faire toute une stratégie et tout. Et je fais, oh waouh. Enfin, tu vois, il y a eu tout un truc de genre. Elle me fait, non mais attends, il y a un film là qui est sélectionné en compétition internationale d'un festival de films de genre à Paris, connu. Ça veut dire que le film, c'est un film qui a de la valeur en fait. Donc il y a eu tout un truc de genre, ok. Faut y aller, quoi. Et en plus, moment hilarant du pif, c'est la cérémonie de clôture et c'est la remise. C'est de pire, ouais, c'est super. Je te laisse raconter. Oh, bah non, mais c'est juste que, encore une fois, voilà, on va à la cérémonie, mais voilà, il commence à donner les prix, et il y a le prix du jury Mad Movies qui annonce. Ils commencent à décrire le film qu'ils vont nommer, qui aura le prix. C'est vraiment un film presque poétique qui nous a beaucoup touchés, et on dit vraiment bon, c'est pas nous. Et là ils disent Stéphane. Et j'ai la vidéo de ça parce que à chaque fois je filmais au cas où. et vraiment on t'entend hurler. Que de la surprise. Personne vraiment, on était tous choqués. On prend un fou rire. Comme ça, on fait, mais quoi? Oui, tu ris. Et Poulpe aussi rit, à gorge déployée. Et on fait, ok, on a un prix. C'est génial. C'était ça a été fantastique, parce que tout ça se passe en même pas un an, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment génial. Ouais. Et dans la foulée, j'ai le coup de fil d'un vendeur international qui dit, je veux prendre le film pour le vendre à l'international. Il nous dit, ok, on fera la première mondiale à LA, au Beyond Fest, qui est le plus gros festival de films de genre aux US. Et là on dit et on se retrouve avec une feuille de route de festivals de genre mondiaux avec Stéphane, quoi. Et ça a été moi c'est vraiment je crois mon histoire préférée de c'est une très belle anecdote d'ailleurs, hein. Oui. Mais même de tout ça, de ce truc de genre tu vois, ce parfait ouais, tout s'emboîte bien, ouais, ça s'emboîte. Il y a l'alignement de planète, il y a forcément un facteur chance aussi là-dedans, mais il y a aussi se faire confiance à des gens, à une équipe, à se faire confiance les uns les autres, et à faire confiance à un perso, et à se dire mais en fait il y a vraiment un truc à raconter, quoi. Et vous vous êtes fait confiance l'un l'autre aussi, il y a eu ce truc-là, cette espèce de relation. Parce que c'est vrai qu'on peut en parler, la relation producteur-réalisateur qui est vachement importante. Et c'est vrai que là, ça a été, pour tous les deux, genre un grand pas dans le vide on ne sait pas si ça marchait, on ne sait pas si ça devait être angoissant, et en même temps, ça devait être super grisant, quoi. Ben ouais, moi, c'est étrange parce qu'on a financé ce film en fonds propres, donc ce qui est extrêmement risqué. Et bizarrement, je pense que c'est un des projets où j'ai le moins peur. C'est fou. Ouais, c'est cool. Alors que c'est le plus risqué, je pense, que ce que j'ai fait. Avec une petite faute de syntaxe en cadeau, si vous voulez bien. C'est pour moi, c'est gratos. Mais ouais, il y a eu un truc, une certitude de me dire que qu'importe, parce que là c'est au-delà de nos espérances ce qui s'est passé avec Stéphane. Enfin, la feuille de route de festivals mondiaux, Canal qui après l'achète, parce que du coup ça a été acheté par Canal. Okay. Mis en avant sur la homepage de Canal pendant 3 semaines, au milieu de Nope, de Jordan Peele. Enfin, c'était surréaliste. Et il y avait ce truc de se dire, putain, on est, je pense, à l'aise dans des chemins qu'on fraye un peu comme ça,
Et ça a fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça va confirmer énormément de choses que je voulais faire dans la vie, quoi, en tout cas. Oui, qu'il y ait quand même un minimum de récompense et que ça vive derrière et que les gens puissent le voir et que, en fait, ce truc pendant longtemps, on s'est dit, ok, est-ce que c'est juste une private joke et en fait, il y avait une petite, pas une pression, mais une responsabilité aussi pour Lucas et moi, parce qu'on savait que c'était votre argent, globalement, c'était l'argent de la boîte. Donc, il y avait, est-ce qu'on est sûr à 100%? Mais encore une fois, on n'a pas eu le temps de se poser ces questions-là. Non. Ça allait tellement vite. Ça allait tellement vite, c'était tellement spontané. Et oui, à la fin du tournage, tu as envie de faire tous tes projets comme ça, quoi, parce que c'est de la création constante. Et même pendant le montage, on crée à nouveau et on refait le film. Donc c'est très agréable. Ça vraiment, c'est presque, tu vois, c'est marrant, mais j'ai pris ça pour du luxe, quoi, vraiment, alors qu'on avait une toute petite équipe et pas tant de jours de tournage, mais c'était du luxe, quoi, pour moi. Je pense que j'espère qu'un jour on aura un budget plus conséquent pour un film. Ça sera beaucoup plus stressant, beaucoup plus. En fait, c'est du luxe de ne pas avoir à tout prévoir, par exemple, déjà. Parce que, évidemment, que quand on te file 6 millions, il faut que tout soit carré. Ouais. Et en fait, quand tu es sur le tournage, tu as moins de place quand même à la création. Donc là, création constante. Et vu que on est addict à ça comme à du sucre, évidemment, c'était incroyable. Incroyable de pouvoir profiter de ce confort-là, dans un sens. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, ça, c'est mon côté. Non, mais je partage aussi ça. Et je pense que c'est hyper important, surtout quand t'es des personnes comme nous qui voyons ce métier comme juste l'occasion de raconter des histoires. Et il y a pas tellement c'est pas plus cérébral que ça. Enfin, il y a pas une ambition démesurée de pousser 150 milliards de portes. C'est plus de vraiment faire des choses, créer des choses. Enfin, moi, je suis consciente déjà que c'est un extrême privilège de me dire que mon job, c'est ça. C'est déjà génial quand même. Et de se dire, ce qui nous a aussi quand même vachement inspiré, Tim et moi, c'est ce que font les frères Duplass aux US avec leur société Duplass Brothers Incorporation, là, où en fait, eux-mêmes, ils se sont dit à un moment donné de passer ton temps, parce que quand même, la réalité de ce milieu, c'est que tu passes beaucoup de temps à pitcher des projets, et la majorité du temps, c'est que tu te prends des portes, et après, tu en as quelques-uns dans ta vie où on va te dire oui. Et les frères Duplass disaient... nous, les production meetings, tous ces trucs-là et tout, à un moment donné, on a besoin de se dire, on aura des fois des trucs archi-produits, comme ils ont fait avec HBO, où là, c'est des vrais Barnum et tout, mais on a besoin aussi, mais d'un endroit où nous, on prend notre caméra et en fait, on filme des trucs, quoi. Et c'est pas antinomique et on peut faire les deux. Et Marc Duplass, il fait quand même The Morning Show en tant qu'acteur et à la fois, il continue à produire des trucs, mais hyper indé. Et ça, c'est génial. Et ça, moi, c'est un super modèle. C'est vraiment un truc où je me dis, j'adorais évidemment j'adorais qu'un jour je dise à Tim, faisons ton film, 20 millions, j'ai réussi à lever, mais mon rêve. Mais j'adorais aussi que le lendemain je lui dise, ça te dit qu'on fait un truc avec 50 000 balles on va tourner un moyen métrage, je sais pas, en Sibérie, j'ai un pote qui nous prête une baraque. Moi je veux les deux en fait, je veux tout. Je veux pouvoir faire tout. Et ça on est pareil toi et moi là-dessus. Oui, totalement. Mais oui, il y avait... Enfin, en effet, les Duplass ont fait un livre qui s'appelle Like Brothers et qui est super. En livre audio, c'est encore mieux parce que c'est eux-mêmes. C'est eux qui Et ils racontent ce truc de meeting. Surtout aux États-Unis, c'est encore plus. Genre vraiment, ils prenaient l'avion constamment pour aller pour faire des rencontres de 30 minutes de prod qui sont là. Génial, votre film. Parce qu'ils avaient fait un film qui avait été sélectionné à Sundance. Ils l'avaient fait. C'était un court-métrage. Ils l'avaient fait vraiment avec le caméscope de leur daron, quoi. Qui est sur YouTube, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, à partir du moment où ils ont un prix à Sundance, ils se sont dit, mais c'est bingo, c'est l'autoroute. On va nous appeler constamment. Et en effet, beaucoup d'appels, beaucoup de personnes qui veulent les rencontrer. Et ils ont passé 1 an sans rien faire, sans rien tourner, à juste faire des allers-retours. Et ils se sont posés, ils se sont dit, mais si on arrêtait là tous ces rendez-vous et tout l'argent qu'on met dans les avions, dans les trucs, on le mettait dans un projet, ça donnerait quoi? Et ils l'ont fait. Ils ont fait un long métrage qui a encore été sélectionné à Sundance. Et encore après, même ce long métrage, la cavalerie n'est toujours pas arrivée.
Et en fait, c'est aussi une belle leçon de faut toujours se battre et pas se dire c'est bon, j'ai été pris quelque part ou c'est bon, j'ai eu un prix, que ça va changer quoi que ce soit. Peut-être la Palme d'Or. Peut-être. Mais parce que le fait que, par exemple, tu vois, tu as Coles qui avait intéressé les États-Unis, que tu as eu vraiment ce truc-là de revenir à quelque chose de on va tourner en France avec une caméra embarquée et tout ça. Ça a été ça a fait quand même. Tu t'es dit, j'étais parti sur un truc. Alors non, pas avec Stéphane. Il n'y a jamais eu ce truc de je recule, attends. Non, c'était encore plus. Non, c'est plus ouais. Mais oui, il y a eu un moment donné, en effet, où j'avais un agent américain. On va dire j'avais, parce que je pense que... Techniquement, tu l'as encore. Je l'ai encore, oui. Qui m'avait dit... on avait mangé et tout ça, il m'avait dit... Ok, qu'est-ce qui te retient en France ? Et j'ai pensé à plein de choses évidentes. Ma copine de l'époque, mes amis et tout ça. Et juste pour voir, j'ai fait rien. Qu'est-ce que tu as à me proposer là ? Et il m'avait dit, si tu veux... Là, tu quittes la France et tu viens t'installer ici. Je peux te trouver un plan et tout ça. Et voilà, tu deviens scénariste, peut-être réal à Hollywood et tout. Et en fait, déjà, c'était une belle angoisse, cette propale-là. Vraiment, comme si de rien n'était. Je vais quitter toute ma vie. Et après, il y a eu cette réflexion de... je crois qu'il y avait le prod qui m'accompagnait, Raphaël Benoliel, qui m'a parlé, qui m'avait dit Luc Besson et tout. Il est parti. Il fait toujours ses films en France. Et du coup, il y a un truc très. Plus trop maintenant. Mais à l'époque, il y avait ce truc de Valérian. Putain, c'était studio français et tout. Et mais avec des acteurs américains. Et en fait, il a un côté, pour faire fleurir la France, et en effet, ce qui est une bonne idée, mais il y a aussi ce truc de, en fait, Luc Besson aux États-Unis, il devient un réal parmi tant d'autres. Et en fait, quand à l'époque Luc Besson sortait un film en France, ou sortait même un film, c'est le Français a sorti un truc. Alors que tu vois, même Alexandre Aja, peut-être, tu le considères presque plus comme un Français, tu vois. Ouais, c'est clair. Et Xavier Jean commence à revenir vers ça, vers réal français. Ouais. Donc, en fait, bref, je me suis dit, bon, je vais pas risquer ce truc-là. Et en vrai, j'ai tellement bien fait parce que la version américaine, a bien fonctionné, mais voilà, sans plus et tout. Et je pense que l'agent se disait, ça va être fou, parce que Apple n'avait rien sorti. C'était le premier line-up Apple, Ouais. Oui, c'était dans la conférence d'annonce. Avec Spielberg, à côté de Spielberg, c'était improbable. C'était drôle. Donc voilà, c'était. Mais je me suis jamais dit non que. J'ai aucun regret quoi. Et justement, je pense que aller aux États-Unis, pour moi, ça serait en effet assez cool et tout, mais il y a tellement de choses à amener en France, tellement de choses à apporter. Complètement. Ouais. Stéphane, de ouf. Enfin, en vrai, on est trop fiers de ça. Non, mais vraiment. On est trop fiers et franchement, c'est effectivement plus une démarche à l'américaine. Et moi, c'est ce que les gens me disent pas mal dans les chaînes ou quand je rencontre d'autres prods et tout. Et ok, trop bien, vas-y. Mais nous, on est là, justement, c'est ce qu'on veut faire. On veut ramener ce truc-là qui peut des fois être plus intuitif, plus instinctif et de voir ce que ça peut donner, quoi. Donc... Moi, j'ai une petite question. C'était super intéressant. J'ai une petite question qui est beaucoup plus introspective. C'est, est-ce qu'il y a des moments où vous doutez ? C'est-à-dire, ça peut être à l'écriture, ça peut être sur les plateaux. Est-ce qu'il y a un moment où vous remettez un peu en question votre carrière, vos choix de vie ? Est-ce que ça vous arrive ? Tout le package, quoi. Tout le package. Tout le package. Ouais. Est-ce que ça vous arrive ? Si ça vous arrive, quand ? Vous avez le droit de dire non. Non, mais j'aurais tendance à dire oui et non, moi. D'être un peu les deux. Le whole package, moi, non. Parce que je me dis... en fait, je me dis que je peux trouver de l'intérêt dans beaucoup de choses. En fait, il y a un truc un peu de... Je sais que je serais peut-être un peu moins heureux, en effet, si d'un coup, je reprenais mon job chez Quick, tu vois. Mais en vrai, l'année chez Quick, j'ai adoré, quoi. J'étais hyper bien. En fait, je pense qu'il y a un truc de... J'ai cette tendance à ne jamais regretter.
Mais mettre en doute plein de trucs créativement, oui, mais là, voilà. Là, le côté carrière, non. Non, je regrette pas. Mais bon, c'est parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Parce que c'est facile à dire, tu vois. Quand tu réussis, c'est plus facile à dire. Syndrome du survivant, c'est ce truc de... C'est une bonne question, hein, franchement. C'est une bonne question. Je pense que l'être humain doute constamment. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire oui, on doute, forcément. Forcément, il y a des moments où tu dis est-ce que je suis à ma bonne place, est-ce que machin... Est-ce que je me prends pas pour quelqu'un que je suis pas? Est-ce que tu vois, moi, c'est vrai qu'en plus tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a un moment où tu t'es retrouvé à une situation, on t'a donné un poste, tu n'avais pas encore toutes les bases et tu avais ce truc de tu te dis merde, je me suis retrouvé dans une situation comme ça. Et j'ai eu la même chose quand j'ai monté mes sociétés où j'étais la première chef d'entreprise de ma famille et j'ai eu un truc de genre attends, mais est-ce que je suis pas... Moi en fait ce qui me fait douter souvent c'est est-ce que je suis pas en train de mettre un costume trop grand pour moi? Ok. Ça, c'est mon c'est vraiment le truc perpétuel de me dire attends, est-ce que cette fois je vois pas trop gros? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais pas m'effondrer? Est-ce qu'on va pas se rendre compte que je suis un énorme escroc depuis le début et qu'en fait, à un moment donné, être autodidacte, est-ce que ça a pas ses limites? Est-ce que je peux prétendre à avoir un discours sur un film du cinéma alors que franchement, finalement, je suis venue tard dans l'analyse des films et pour qui je me prends à d'un coup donner un avis sur un film, tu vois. Ça, moi, c'est quotidien. Donc je me dis, qui suis-je? Qui suis-je pour... Le syndrome de l'imposteur, un peu. Ouais, ou je sais pas. Après, il veut tellement tout et rien dire maintenant ce truc, mais effectivement. C'est, tu vois, c'est vraiment un truc de me dire, ouais, qui suis-je là-dedans et est-ce que je suis tout le temps à la bonne place? Est-ce que je m'adresse de la bonne façon aux choses, aux gens, tu vois? Et ça, j'essaye d'être vigilante à ça, à pas devenir un cliché, ou à pas devenir une parodie de ce que pourrait être quelqu'un qui produit ou qui écrit, quoi. Ouais, je vois très bien. Mais, ouais. Eh ben, écoutez, c'est le moment anecdote. Oh. Donc voilà. Donc je vous rappelle. Moi, je veux bien commencer. Allez. Eh ben écoutez, je vous rappelle vite fait. Donc vous pouvez nous partager une anecdote qui est à la vôtre, ou alors partager une anecdote que vous connaissez, que vous trouvez pertinente, même si on préfère que ce soit la vôtre. Ouais. Alors moi, je sais pas, ça va être pertinent, hein, par contre. Non, ça peut être drôle aussi. Ah ouais, parce que en fait, moi, j'ai plus envie de raconter un souvenir pour moi excellent de Stéphane. Où en fait il y a une scène dans le film où Stéphane est accroché à une poulie et pend littéralement au-dessus du vide à 2 mètres à peu près du sol à une poulie. Évidemment, cette scène-là, habituellement, nécessite du réglage cascade, des gens, beaucoup de choses. Là, il se trouve qu'on a décidé de le faire. Et les personnes qui tirent la corde sont Poulpe et moi, et notre directrice de production. Le bon Stéphane. Pour tenir donc Lucas en apesanteur. Et qu'en fait, à un moment donné, c'était hyper dur à tenir parce qu'on était vraiment en pleine forêt et il y avait de la terre, genre il avait plu, tout glissait et tout était un peu, voilà. Et on s'était dit avec Poulpe, genre, on va peut-être pas demander aux gens de prendre le risque pour nous, donc on va le faire nous-mêmes en tant que responsable du tournage. Et en fait, à un moment donné, je me suis cassé la gueule et je suis tombée littéralement dans un buisson d'orties. Ouf. Et c'était à la fois hilarant, parce que c'est vraiment de la comédie slapstick, genre je me casse la gueule dans un... en pleine nuit. Comme ça, en pleine nuit. Casse la gueule. Et douloureux et hilarant, et c'est, je pense, un de mes meilleurs souvenirs du tournage de Stéphane. C'était tout, il y a rien qui va dans cette configuration. Oui. Et c'était après, ce qui est super, hilarant. c'est que ensuite, il y a tout le monde qui s'y est mis, donc il y avait plus personne qui cadrait. Enfin, il y avait juste Bastien qui joue Tim, qui cadrait, quoi, et tout le monde était sur la corde. Et je crois que Lucas s'est coincé le doigt dans la poulie ou un truc comme ça. À un moment donné, c'était super. C'était des excellents souvenirs. C'était des excellents souvenirs, oui. Ouais. Un petit bonheur. Voilà pour moi. Mais je vais en donner une petite sur Stéphane aussi, mais je crois je sais plus si on l'avait dit ou pas. Que j'aime beaucoup, parce que quand tu revois le film, il faut te dire ça. C'est que y a, au tout début du film, il y a Tim donc, qui fait un tournage vraiment nul de trucs du FBI et tout. Et on tourne dans une boulangerie.
Et le boulanger n'est pas un acteur, c'est le vrai boulanger de cette boulangerie. Je pense encore aujourd'hui qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. En fait, on est arrivé, on lui a juste demandé, donc on va vous dire, je sais même plus c'est quoi, c'est une baguette. Oui. Et lui, il doit dire, pas trop cuite. Et donner un flingue en plastique. Et en fait, il comprenait pas parce que tu sais, c'est un tournage dans le tournage. Oui. Donc on disait action une première fois, donc lui il est allé, on disait non, c'est action, attendez, c'est action, pas tout de suite. Et il nous regardait, il faisait qu'est-ce qui se passe là? Et du coup on disait action, ensuite il attendait le action dans le jeu, il regardait dans tous les coins, et du coup ce qui est super c'est que quand tu revois le film, tu vois, on a laissé la meilleure prise où vraiment il comprend pas ce qu'il fait quoi. Elle dit une baguette et il fait pas trop cuite. Et il donne un gun. Et ensuite, c'est vraiment... Au revoir. Au revoir. Et on est parti sans plus expliquer. Il a signé l'autorisation et on est parti. Aujourd'hui encore, il est très confus sur ce moment. Et j'aime beaucoup un rôle me de dire composition. Il sait même pas où voir ça, c'est sûr. Il sait même pas où est-ce qu'il a atterri. Ouais. C'était super. Parce qu'on est juste allé dans une boulange et on lui a dit, vous voulez bien tourner avec nous? Il a fait oh bah oui. C'est vrai que lui c'est le vrai casting sauvage parce que le reste du film on l'a fait avec des gens du théâtre de rue. Ok. C'était génial. Ouais. Parce que pour le coup c'est ces kamikazes langues de oui. C'est vraiment des gens qui n'ont peur de rien et en fait ils ont aussi rendu le film possible parce qu'en fait ils nous ont mis à disposition genre le quad qui fait des flammes, les ci, les ça, les cascades et machin parce qu'il y a quand même à un moment donné des cascadeurs. C'est eux qui l'ont fait parce que en fait ils ont cet artisanat-là de on fait, il faut que ça marche tout de suite, c'est dans des conditions qui sont pas extrêmement favorables quoi. C'était génial. Merci beaucoup et on va finir avec le mot de la fin. Est-ce qu'en quelques mots vous donneriez un conseil à ceux qui aspirent à devenir réalisateurs, producteurs ou scénaristes? Oh là là. C'est toujours dur pour qui sommes-nous pour donner des conseils? Ça peut être non mais ça peut être genre plus vous, qu'est-ce qui vous a aidé Putain, je crois que j'y avais réfléchi il y a pas longtemps. Genre en pleine nuit, c'est vraiment comme ça. Un conseil. Si on me posait la question. Dans un podcast. J'aimerais voir ton appli notes de genre. Si on me posait la question, t'as déjà une réponse pour J'ai une note réflexion, elle est horrible. Il y a plein de trucs vraiment où des fois c'est très tard à la nuit. J'écris des trucs, je relis, ça n'a aucun sens. C'est compliqué quand, en effet, moi, encore une fois, je me considère très chanceux. Donc, le seul truc vraiment qui, je pense, est vrai, c'est de jamais attendre la cavalerie, encore une fois, et de toujours faire. C'est pas dit que ça fonctionne. Mais en fait, c'est juste le truc basique, quoi. C'est... à un moment donné, si tu penses que tout va arriver et que les gens vont t'appeler, ça ne va pas arriver. Et il faut se démerder pour... essayer de gagner un peu de thunes pour faire des projets. C'est hyper compliqué, hein, mais ouais, enfin, c'est vraiment boomer de dire ça, mais on peut filmer avec tout. Et si on l'a fait en 2006 sur YouTube avec le caméscope du daron, on peut le faire encore plus aujourd'hui. Et c'est entre autres pour ça que, en tout cas, moi ça a réussi. J'avais la vieille caméra flingue horrible là, et je me disais même pas. Mais après c'est compliqué aujourd'hui parce que même sur YouTube maintenant c'est hyper pro, donc ça peut décourager. Mais ouais, je dirais que il y a toujours des occasions pour créer tous les petits festivals, les Nikon, ou même sans festival, sans but, de faire des trucs quoi. Mais bon, c'est parce que de toute façon, si c'est pas vu, tu vas apprendre toi des trucs. Ouais. Tu vas créer des équipes aussi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que on peut pas faire de conseils généraux parce que les gens viennent tellement pas des mêmes endroits, les gens ont tellement pas les mêmes privilèges, les gens ont tellement pas les mêmes désirs, les mêmes envies. T'as des gens qui auront jamais fait un truc avec leur caméscope du daron, mais qui vont faire leur premier long métrage direct au cinéma. Ça existe, ce genre de carrière. Ça existe, ouais. Et c'est très bien. En fait, il n'y a pas une carrière mieux qu'une autre, il n'y a pas une façon de faire mieux qu'une autre. La culture aussi de l'effort, de dire il faut s'arracher et tout, c'est une culture qui est aussi malsaine, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on se dise que mon parcours autodidacte, où j'ai vraiment sué à donf,
c'est le quand on veut on peut, c'est horrible, c'est terriblement toxique en fait. Donc ouais, de ouf. Culpabiliser à fond c'est hyper personne. culpabilisant parce que de des fois t'as tout qui est favorable, t'as fait justement plein de trucs avec ton caméscope et tout, mais t'arriveras pas t'y arriveras pas et ça sera pas ta faute. Enfin, il y a aussi un gros facteur chance. Bien sûr. Et en fait, moi j'ai tendance effectivement, et ouais, c'est peut-être notre côté babos, mais de se dire que à la base, ce qui est marrant, c'est de créer un truc ensemble et de raconter quelque chose. Et puis après, on verra quoi. Bah waouh, quel mot de la fin. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à toi. Ouais. Merci d'avoir participé à E-Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à Étienne. C'était super, bravo. Merci beaucoup. Étienne. Merci à vous. Merci à la SACD pour les locaux et merci à Chérico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne à chaque émission. C'est vrai. Et je vous invite à partager vos réflexions, poser des questions si vous en avez en dessous, en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.